Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la page Facebook de Média France TV. Édition spéciale aujourd'hui du 14 mai, émission vers 2020. Donc exceptionnellement aujourd'hui, je vais remplacer notre collègue Mourad Yozgat qui a eu malheureusement un contretemps. À mes côtés, fidèle au poste, Mohamed Chavouch. Bonsoir. Bonsoir Zek, et je te remercie pour ta disponibilité. Et comme tu viens de le souligner, donc c'est une émission un peu spéciale, comme tu me l'as dit. Effectivement, et notre invité du jour, le président du Parti Égalité Justice, monsieur Shakir Tcholak. Bonsoir. Bonsoir à vous deux, je vous remercie de m'avoir invité. Bonsoir président. Donc aujourd'hui, Mohamed, qu'avons-nous au programme? Alors, nous avions comme habitude, Zek, et l'ensemble de nos téléspectateurs le savent très bien, nous avions comme habitude de traiter l'actualité aussi bien nationale, plutôt politique, sociétale, et aussi de traiter l'actualité européenne et internationale. Au vu de la situation, au vu de ce qui est en train de se passer au Proche-Orient, plus précisément entre Israël et la Palestine, nous allons plutôt commencer par cette actualité qui est brûlante, qui est en train de se dégrader d'heure en heure, donc depuis ce matin. Nous sommes malheureusement en train de fêter l'anniversaire des 70 ans d'un État d'Israël, avec, comme symbole le sang. Donc Israël est en train de fêter ses 70 ans dans un bain de sang qui est déplorable, qui est vraiment ahurissant. Et ce qui est encore beaucoup plus ahurissant, c'est surtout le silence non seulement de la société civile, des grandes ONG, aussi bien en France qu'à l'international, des grands pays, notamment des grands pays européens comme la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne. Et ce que nous sommes en train de constater, c'est surtout, c'est l'un des premiers cadeaux de l'administration Trump, des États-Unis au Proche-Orient. Donc par rapport à cette situation, moi je voulais qu'on partage et qu'on puisse avoir l'avis du président du Parti Égalité et Justice, Shakir Tcholak, qui est aussi présent et qui vient directement de nous rejoindre en studio depuis Paris. Donc j'aimerais lui laisser la parole à ce sujet-là. Je vous remercie de m'avoir invité. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est une édition spéciale, une édition douloureuse. On aurait souhaité pouvoir partager d'autres événements et surtout condamner notamment l'attentat de Paris. Mais aujourd'hui je trouve que l'heure est grave, l'heure est très grave, parce qu'aujourd'hui nous sommes en train d'assister à un massacre à ciel ouvert. Comme tu l'as si bien dit, on fête les 70 ans de l'entité israélienne, et ceci dans un bain de sang. C'est vrai qu'en 1949 nous n'y étions pas de ce monde, mais je pense que c'était pareil, c'était dans un bain de sang, et ça ne peut plus continuer ainsi. Ça dure depuis 70 ans, on est en train de massacrer un peuple, les Palestiniens, c'était leur terre légitime, et aujourd'hui tout le monde est en train de regarder ça en condamnant sur les réseaux sociaux, mais je trouve que c'est pas assez, qu'il faut aujourd'hui réagir de manière ferme, et surtout qu'on puisse prendre des engagements pour faire taire ceci, parce que depuis des décennies on parle du conflit israélo-palestinien, mais on n'a jamais rien fait pour endiguer et pour que ça soit terminé. C'est pour ça que moi je dis que l'heure est grave, c'est un massacre à ciel ouvert, il faut que ça cesse. Il y a plus de 52 morts, 2400 blessés, on ne sait pas encore quel va être le bilan dans les prochains jours. Je trouve que c'est irresponsable de la part de l'administration Trump aujourd'hui de déclarer, alors que c'est 70e année d'anniversaire de l'entité israélienne, d'annoncer qu'ils allaient transférer le siège de l'ambassade à Jérusalem, qui est comme une capitale non pas unique, mais une capitale de la communauté internationale, à savoir que ce soit les Palestiniens, les Israéliens et d'autres minorités. Je trouve qu'aujourd'hui on a bafoué, on vient vraiment de dépasser la limite qu'on ne pouvait pas franchir. Je trouve qu'il est temps de réagir, et cette réaction ne doit pas être seulement de condamner, parce qu'en condamnant on ne résout rien. En condamnant on ne fait pas taire le massacre qui est en train d'être perpétré au Moyen-Orient. Et moi je qualifierais carrément que ce massacre est un post-génocide, parce qu'aujourd'hui lorsqu'il y a 52 morts en une journée, je ne sais pas ce qui va se passer dans les jours à venir, parce que c'est sûr que c'est une réaction qui est très très violente de la part de l'entité israélienne. Aujourd'hui, encore une fois, ce sont des jeunes qui, avec des pierres, essaient de défendre leur terre où ils ont grandi, c'est leur terre à eux. Et contre des fusils, contre des armements très lourds et sans ménagement.
Tu qualifies ça de massacre, en fait tu insistes en qualifiant de massacre, mais dans certains journaux français, ils appellent ça des affrontements. Qu'en penses-tu? Ben moi je dis que l'affrontement c'est surtout lorsqu'il y a une réciprocité de part et d'autre qu'on peut parler qu'il y a un affrontement. C'est admettons que l'État du armes égales, c'est ça? Armes égales et surtout moyens égaux. Si aujourd'hui l'entité israélienne combattait avec des grenades lacrymogènes ou bien avec des balles en caoutchouc, pourquoi pas? On pourrait dire qu'il y a un affrontement. Mais aujourd'hui c'est vraiment volontairement faire un massacre, c'est tuer. C'est vraiment donner une leçon à la communauté internationale en disant que c'est nous qu'on décide de faire ce qu'on a envie de faire. Aujourd'hui, pour de vrai, ça doit être une année, du moins un jour, de joie des 70 ans de l'État, du moins de l'entité israélienne. Mais on voit que eux, ils sont plutôt forgés à créer la terreur. Et c'est ça que j'appelle aujourd'hui un massacre. Et je vais plus loin en disant que c'est pour moi un massacre qui va vers un post-génocide. Parce que pour moi, aujourd'hui, à ciel ouvert, on ne peut pas, dans une journée, qu'il y ait plus de 52 morts. C'est inadmissible. On ne peut pas aujourd'hui se taire. Il faut que tous les pays, et notamment les grands pays qu'on appelle, à savoir les pays qui ont les droits de veto aux Nations Unies et autres, qui puissent prendre la parole et condamner fermement. Je pense qu'il est même trop tard. Il fallait même envoyer depuis cet après-midi des casques bleus ou d'autres militaires pour pouvoir créer un dialogue et pour pouvoir faire cesser cela. Et c'est pour ça que je trouve que ça c'est déplorable, qu'il n'y ait aucune réaction qui est faite de manière ferme pour éviter un bain de sang encore plus grand dans les jours à venir. Moi j'avais une question par rapport aux sanctions. Actuellement voilà, nous sommes dans une mode avec l'administration américaine, l'administration Trump qui brandit ses drapeaux, ses sanctions à l'encontre des pays européens ou d'autres pays ou d'autres entreprises qui commerceraient avec l'Iran ou d'autres pays envers lesquels l'Amérique fait des blocus. Est-ce qu'il n'est pas possible de sanctionner? Est-ce qu'on ne peut pas mettre en place un veto, une sanction, un boycott de l'entité israélienne? Vous savez, aujourd'hui, le problème, c'est on peut, à travers des résolutions, il y a plusieurs résolutions qui ont été adoptées en ce sens, en condamnant les actes de l'entité israélienne, en condamnant la politique des différents gouvernements israéliens, et jusqu'à présent, aucune n'a été respectée par l'entité israélienne. L'entité israélienne je peux qualifier qui se voit au-dessus des lois, au-dessus même de la communauté internationale, et c'est pour cela que depuis des décennies, depuis qu'ils ont eu les terres en 1949 suite à un vote aux Nations Unies, si on s'aperçoit leur ampleur a grandi sur le territoire palestinien sans qu'il y ait jusqu'à ce jour une résolution qui leur permet, à part la résolution de 69, et ils ne s'y tiennent pas parce qu'ils continuent encore à coloniser de manière agressive un territoire qui ne leur appartient pas. Donc aujourd'hui, condamner, sanctionner, oui, mais sanctionner, ça ne veut rien dire sanctionner. Sanctionner, c'est quoi? C'est mettre à l'amende. Condamner, sortir à la télé, condamner, non. Avant, j'ai dit, il faut qu'il y ait des casques bleus ou bien des soldats qui soient déployés, qu'on puisse mettre une limite, qu'on puisse faire cesser cela dès maintenant, pas attendre demain, après-demain. Il faut que ça cesse parce qu'une vie, un civil qui est mort, c'est une atteinte à la communauté internationale. C'est que nous, on n'a pas réagi à temps voulu. Lorsqu'on a créé les Nations Unies après la Seconde Guerre mondiale, c'est pour éviter ce genre de massacre. C'est pour éviter qu'il y ait ce genre d'atrocités qui puissent être commis sur le plan international, local et dans d'autres régions. Mais aujourd'hui, on assiste vraiment à un laisser-aller. On fait les sourds d'oreilles juste parce qu'on n'a pas envie de vexer l'entité israélienne, étant donné qu'on a des intérêts. Et pour que ces intérêts puissent être préservés, on laisse faire. Et je pense que d'ici, peut-être ce soir, il y aura des réunions à travers différentes structures qui vont se réunir pour essayer de condamner et prendre une position, mais cette position ne va pas empêcher l'entité israélienne de continuer son massacre. D'accord. Je vais en profiter pour lire un de nos commentaires. Yael Chenaïvali qui dit « Malheureusement, nous ne pouvons que constater les dégâts ». Ben c'est ça, c'est qu'aujourd'hui on fait en sorte que nous puissions que constater les dégâts, et surtout, même pas constater, c'est qu'on puisse accepter ce qui se passe. Lorsque, comme tu l'as dit avant, j'étais toute la journée sur Paris, je viens de rentrer, j'ai vu sur les réseaux sociaux que tout le monde partageait en disant c'est un massacre, Free Palestine, etc. Donc on constate les dégâts et surtout on acquiesce ce qui est en train d'être fait, et ça devient de l'ordinaire, ça devient presque naturel et normal ce qui se passe au Moyen-Orient. Depuis des années, des décennies, on nous a appris qu'au Moyen-Orient il y avait un conflit entre deux
convictions religieuses, de pays qui sont des pays ou pas des pays parce qu'on ne les reconnaît pas, l'entité israélienne est connue, n'est pas reconnue, la Palestine est connue, n'est pas connue. Donc on essaie de nous créer ce conflit et de temps en temps, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit oui, il y a un rapprochement, il va y avoir la paix, etc. Mais finalement, tout ça, c'est pour qu'il y ait des affrontements encore plus graves. Et c'est ce qui se passe. Lorsque Barack Obama a été élu président des États-Unis, c'était vraiment la personne qui allait ramener la paix. Mais moi, depuis que je m'intéresse à la politique, que ce soit Père Bush, fils Bush, que ce soit à l'époque Reagan, etc., tout le monde allait ramener la paix. Mais Reagan, ça date des années 80, 1980. Oui, ça fait donc voilà, ça fait 30-40 ans, première intifada, deuxième intifada, troisième intifada, mais à chaque fois ce qu'on voit, c'est un massacre d'un peuple qui est démuni, qui n'a pas les moyens, qui essaie de protéger sa maison qui c'est les territoires palestiniens. Il faut redonner ces territoires palestiniens, il faut que Israël recule aux frontières de 69, il n'y a pas le choix. Aujourd'hui, Israël ne peut pas, à travers cette politique de terreur, jouer à chaque fois la victimisation. Aujourd'hui, Israël est en train de créer un massacre, fait un massacre, et que je qualifie de post-génocide. J'aimerais juste revenir par rapport à la situation politique franco-israélienne, mais avant cela, j'aimerais laisser la parole à notre président, le président de COGEP Europe, Monsieur Kadir Güzle, qui est en relation téléphonique avec nous. Bonsoir Kadir. Bonsoir. Bonsoir Mohamed, bonsoir au président du parti Égalité et Justice, Zakaria, et je voudrais aussi saluer les téléspectateurs du France Média. Merci Kadir. La question que moi je voulais poser tout à l'heure, le président du PS, Shakir Siolak, nous a dit que dès ce soir, il y allait avoir des réunions, des rencontres, je pense, entre les différentes ONG, différentes associations, différentes structures associatives de la société civile. Est-ce que vous pensez que il va y avoir, un sursaut par rapport à ce qui est en train de se passer? À l'époque, lorsqu'il y avait eu, les événements face à Fawzi Al-Junaidi, il y avait eu un certain sursaut, on se souvient, de par la France, de par l'Europe, il y avait eu des protestations, des manifestations, des rassemblements citoyens qui avaient condamné, qui avaient contesté, qui avaient protesté. C'était aussi au début, à l'annonce de l'administration Trump de transférer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Aujourd'hui, c'est chose faite. C'est une étape supplémentaire, une escalade supplémentaire qui renchérit l'état d'urgence là-bas sur place. En tant qu'ONG, en tant qu'une structure associative, quel est le point de vue, des ONG à ce niveau-là, et qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on puisse aider la conscience de tout un chacun à être plus responsable face à cette situation-là? Oui, Mohamed, effectivement, j'ai écouté les analyses du président du parti Égalité et Justice. Effectivement, je veux dire, voilà, aujourd'hui, ce qui se passe à Gaza, c'est quelque chose. Aujourd'hui, on ne peut pas identifier avec les mots. Les mots restent très 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 faibles. C'est un massacre. Aujourd'hui, 52 civils ont été tués. Il y a plus de 2000 blessés. Et face à ça, on est dans une situation de faiblesse générale. Parce qu'on sait qu'au niveau des gouvernements, il ne va pas y avoir grand-chose. On connaît la position des Nations Unies et des pays qui ont le droit de veto. Ça, malheureusement, c'est un constat. Aujourd'hui, on sait qu'au niveau politique, il ne va pas y avoir grand-chose. Et deuxièmement, aujourd'hui, comme tu l'as précisé avant, les associations et les ONG peuvent faire quelque chose. Condamner sur les réseaux sociaux, partager des photos, et peut-être quelque chose qui est très très facile à faire. En tant qu'individu, en tant que citoyen, aujourd'hui, on peut être que dans la tristesse totale. Mais il y a une chose qui se passe aujourd'hui, c'est que avec cette situation en Palestine,
pas uniquement les 52 morts qui sont en train de perdre la vie, on est en train de perdre l'humanité. On est en train de perdre le sens de l'humain. On est en train de perdre les valeurs qui ont fait l'Europe et la France. Et aujourd'hui, quand je regarde ce qui se passe, c'est que même notre façon de s'exprimer a changé. Aujourd'hui, on ne peut même plus qualifier de ce qui se passe d'un acte terroriste d'État. On serait tout de suite étiqueté d'antisémite. Aujourd'hui, le CRIF a fait un boulot remarquable à ce niveau-là. C'est qu'aujourd'hui, quand vous condamnez les actions qui sont menées par l'État israélien, vous êtes tout de suite étiqueté d'antisémite. Quand vous partagez un post sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur n'importe où, vous critiquez un peu Netanyahou et sa politique, etc., vous êtes tout de suite étiqueté d'antisémite. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, et c'est un constat malheureux, c'est que toutes les organisations non gouvernementales musulmans, déjà dans un premier temps, sont en fait dans une situation où ils ne peuvent pas manœuvrer librement. La liberté de parole n'est pas là, la liberté de mouvement n'est pas là, la liberté d'expression n'est pas là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on veut faire une action commune avec toutes les organisations, toutes les associations qui militent pour le vivre ensemble, qui militent contre le racisme et la discrimination, quand il s'agit de l'État d'Israël, tout le monde se tait, tout le monde dit que voilà, face à l'État d'Israël, on ne peut rien faire, c'est ainsi, c'est comme ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir le courage. Et je voudrais passer ce message par le biais de votre chaîne, qu'il est temps qu'aujourd'hui, qu'on passe à l'action, ne serait-ce que pour nos valeurs humaines. Et là, le mois de Ramadan approche et tous les musulmans de la planète sont en train de regarder ce qui se passe pour leurs frères en Palestine. Et à nous de prendre nos responsabilités en main. Et je fais un appel à tous les présidents d'associations, pas uniquement les associations musulmans, etc., mais à tout, à l'Amnesty International, à la LICRA, SOS Racisme, etc. Allez-y, montrez que vous êtes pour la Palestine, que vous êtes contre cette massacre. Montrez-le. Moi, je veux dire, en tant que président de l'ONG COGEP Europe, je suis à 100% prêt à faire toutes les manifestations nécessaires pour décrier cette injustice qui est en train de se faire, ce massacre qui est en train de se faire, qui est en train d'être généralisé en Palestine, parce qu'aujourd'hui on voit les 52 morts aujourd'hui, parce que c'est vraiment marquant, mais il ne faut pas oublier que depuis pratiquement un mois, tous les vendredis, il y a une quinzaine, une vingtaine de morts. Et ça, on reste silencieux malheureusement. D'accord. Kadir Guejdé, que peut-on faire aussi en tant que citoyen? En tant que citoyen, aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est que les réseaux sociaux sont quelque chose qui est très très utile. On peut faire tout de suite... partager l'information, sensibiliser voilà, avec les réseaux sociaux, mobiliser le maximum de personnes possibles. Par exemple, en mettant en place des actions punitives contre l'État d'Israël. Quel genre d'action? Ça peut être des boycotts de produits, ça peut être je veux dire des manifestations devant l'ambassade d'Israël, devant les consulats d'Israël, devant le CRIF, appeler le CRIF à agir aussi, dénoncer l'État d'Israël. La LICRA, on peut aussi les pousser à prendre aussi des mesures nécessaires. L'État français, je veux dire aujourd'hui, au niveau de toutes les instances, il faut faire bouger les gens, et ça, il faut être en masse, vous voyez. Et pour ceci, les réseaux sociaux sont importants, et je demande à tous les musulmans et tous les citoyens qui sont pour le vivre ensemble et pour cette injustice, de se rassembler, de se manifester le plus rapidement possible et jusqu'à que l'État d'Israël retire ses troupes et ses territoires, qu'enfin les Palestiniens puissent respirer dans cette prison à ciel ouvert. Merci. Donc j'en profitais juste pour lire quelques commentaires. Donc on a Yalchin Ayvalı qui dit
Alors, que faire à part de nous lamenter devant nos écrans? Donc, Mohamed Bendaou qui dit car les dirigeants arabes eux-mêmes sont silencieux. Donc, on a eu pas mal de commentaires. Donc, on a également un de nos internautes qui dit cela peut-il engranger un risque d'enlisement vers une guerre mondiale ou régionale avec l'intervention des pays musulmans, notamment la Turquie. Fatih Tufekci qui nous dit personne ne condamnera malheureusement, toute sanction sera empêchée par le veto américain. Shakir Cholak, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Je pense que Kadir Güzlé a vraiment dit également les choses qu'on souhaite pouvoir être réellement protégé, à savoir l'humain. Aujourd'hui, il est question de civils, on parle de civils, on parle de vie humaine. Lorsqu'il y a une intervention d'un pays dans un passé proche, il y a toute la communauté internationale qui s'est souciée des vies des civils en disant qu'il fallait faire attention aux civils. Aujourd'hui, on a vraiment un massacre à ciel ouvert des civils et je pense encore une fois qu'il est temps que la Ligue arabe, au lieu de se réunir, qu'ils prennent des décisions fermes et qu'on puisse aujourd'hui lutter contre ce laxisme qui est fait contre l'entité israélienne. Je trouve que, comme le dit si bien Fatih Tufekci, je pense qu'il a vraiment touché le mot, c'est qu'aujourd'hui condamner c'est bien, mais on ne pourra pas agir, il faut qu'on puisse agir pour que ceci cesse le plus vite possible sans attendre. Si on n'attend pas, si on n'agit pas, pardon, ceci va créer, oui, peut créer un effet de boule de neige et encore une fois, ce sont les civils qui sont les premiers malheureusement à être massacrés, tués et un bain de sang risque d'avoir lieu. Et c'est vrai qu'au bout de quelques mois, quelques années, on va signer un traité de paix, mais est-ce que ça valait la peine? Ceci, ça fait depuis comme on l'a dit au début, il y a depuis des décennies que ça dure. Il est temps qu'aujourd'hui, l'État d'Israël prenne ses responsabilités. L'État d'Israël, c'est de coexister. L'État d'Israël, si aujourd'hui veut vraiment appartenir à part entière au Moyen-Orient, il est temps qu'il puisse avoir des relations saines avec ses voisins. Ce n'est pas en massacrant une population qu'il a isolée depuis des années et surtout à travers la politique de Netanyahou qu'on va réussir aujourd'hui à trouver une paix. La paix, on ne l'impose pas. La paix se construit. La paix, on ne la crée pas à travers un bain de sang. La paix, c'est une chose que des deux parties, voire un médiateur, essaie de trouver une certaine entente à travers les personnes qui sont aujourd'hui en conflit. Et aujourd'hui, ce n'est pas un conflit, c'est ce que j'essaie de répéter. Je crains qu'il y ait un post-génocide perpétré contre les Palestiniens. Un post-génocide? Un post-génocide, parce qu'aujourd'hui, 52 morts en une journée, c'est une guerre pour moi. Ce n'est pas des émeutes, c'est une guerre. Même dans une guerre, on a parfois des pays qui s'affrontent, on n'a pas 52 morts dans une journée. Et si ça continue, ce soir, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas si l'aviation de l'entité israélienne va bombarder le rassemblement de ces... Des drones sont déjà utilisés actuellement. Oui, donc voilà, donc des drones sont déjà utilisés aujourd'hui. Donc il faut que ça cesse rapidement et il faut arrêter à chaque fois de condamner parce que la condamnation, ça mène à rien. Une remarque intéressante, juste un commentaire. Tout est fait toutes les années avant le mois sacré des musulmans. Est-ce planifié? J'ose espérer le contraire, mais c'est vrai qu'il y a toujours des coïncidences. Juste avant les fêtes des musulmans, à chaque fois nous avons soit des attentats, soit il y a des troubles dans une région du monde, et c'est vrai qu'à chaque fois on a des conflits. Est-ce que c'est pour mettre au défi la communauté musulmane? Je ne sais pas. Est-ce que la communauté musulmane ne se soucie guère de ce qui se passe et prépare le mois sacré du Ramadan? Je ne sais pas. Mais encore une fois, c'est vrai que rien n'est fait par hasard. Mais pour moi, que ce soit la période du mois de Ramadan, que ce soit une autre période, aujourd'hui, on parle de vie humaine. On parle d'humain. Le fait qu'on parle d'humain, c'est quelque chose d'important. Il faut que ça cesse. Parce que entendre à chaque fois qu'on va faire la paix, qu'on va créer la paix, en grappillant des territoires. Encore une fois, je ne sais pas si vous êtes un peu intéressé sur la carte d'Israël depuis 49 à nos jours. Lorsqu'on voit à quel point, comme un gruyère, ils sont venus occuper des territoires et souvent à travers de la menace et surtout à travers la violence, personne ne bouge. Personne ne bouge, il l'a si bien dit, M. Güzlé. À chaque fois qu'on dit quelque chose, peut-être que moi aussi on va me traiter parce que je tiens ces propos d'antisémite. Non, on n'est pas antisémite, on est contre l'injustice. On est pour l'égalité, c'est pour ça que le PEJ existe. Et aujourd'hui, il est temps que ces injustices cessent. Ce n'est pas en construisant dans une partie du globe, en disant que nous sommes le pays des droits de l'homme et qu'à chaque fois qu'il y ait des petits actes
même qu'il faut condamner, certes c'est vrai, et qu'on prend des dispositions très fermes et précises, et qu'on ferme les yeux sur un massacre. Il faut dire stop, il faut dire stop. Moi j'avais deux questions par rapport à la situation politique. Donc la première c'est la politique internationale avec le silence du monde arabe sur la situation. Et la seconde c'est plus la politique européenne, mais surtout française, celle qui nous concerne. Actuellement, nous avons en France des élus de la République, comme un certain Habib Meyer, qui peut justifier ces atrocités, qui peut les soutenir, qui peut qualifier, comment dire, les manifestations pacifiques des Palestiniens sur le territoire de Gaza sans débordement de l'autre côté de la frontière israélienne, donc d'actes terroristes. Donc voilà, il faut bien remettre le contexte. Donc ces personnes-là, des élus de la République française, peuvent soutenir, peuvent être derrière ces atrocités. Et encore, donc, toujours en France, avec un soutien indéfectible du CRIF vis-à-vis de l'entité sioniste, de l'État d'Israël. Donc c'est toujours une organisation française, sur le sol français, qui soutient les yeux fermés de telles atrocités. Il est là aujourd'hui le problème. Vous touchez un point très sensible. Aujourd'hui, un élu de la République, un élu qui est payé par nos impôts, une personne qui doit quand même représenter la France entière, est en train d'être plutôt le porte-parole d'une entité qui est en train de commettre un massacre post-génocide. Donc c'est vrai que j'en veux pas à Habib Meyer, parce que ce dernier, il fait son boulot, il a été élu pour ça. Il a milité lorsqu'il a fait sa campagne, il a fait uniquement sa campagne en Israël. Et il a vraiment cherché à avoir les voix des ressortissants d'Israël, des ressortissants français d'Israël. Et c'est grâce à ça qu'il a été élu. Donc aujourd'hui, lui, il fait son travail. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui manque? Aujourd'hui, pour moi, ce qu'il faut condamner et ce qu'il faut lutter, c'est pourquoi il y a ce silence de notre gouvernement. Pourquoi aujourd'hui Macron ne prend pas la parole? Pourquoi aujourd'hui d'autres, que ce soit des ministres, etc., n'osent pas prendre la parole en disant stop, il faut arrêter? Je vais l'expliquer, et pour être clair et transparent, lorsque la Turquie, pour préserver ses frontières, a attaqué des groupuscules terroristes, à savoir le YPG et le PKK, du moins la communauté internationale s'est émue en disant attention aux civils, alors qu'il n'y avait aucune preuve qu'il y avait des civils qui se faisaient tuer, massacrer et je ne sais trop quoi. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a personne qui a démontré que la Turquie avait tué des civils. Certes, je pense que dans un conflit, il peut avoir des dommages collatéraux, mais là, ce n'est pas des dommages collatéraux, c'est véritablement, volontairement massacrer des civils. Il y a un attroupement qui est là, on sait qu'il y a des émeutes, du moins une contestation qui est faite. On peut endiguer cette contestation, parce qu'en face, nous n'avons pas des armes lourdes. Il suffit d'envoyer des bombes lacrymogènes et autres pour vraiment diminuer l'énergie de ces personnes qui sont en train de manifester, et que ces personnes, on les contient, comme ça s'est fait lorsqu'il y a eu, il y a 2 semaines, 3 semaines de cela, lorsqu'il y a eu la manifestation concernant les grèves. Qu'est-ce qui s'est passé? Les CRS à Paris, au lieu qu'il y ait un débordement énorme, alors qu'ils avaient promis une journée noire, le 6 ou 8 mai noir, qu'est-ce qu'ils ont fait les CRS? Ils ont contenu la foule, et ils ont laissé tout doucement que cette foule, une fois qu'ils ont vu qu'ils ne vont pas arriver à sa fin, se disloquer. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? À travers ce massacre, à travers ce post-génocide, on essaie vraiment d'endiguer, on essaie vraiment de montrer à quel point l'entité israélienne méprise la communauté internationale et toutes les résolutions qu'on prendra contre elle. Aujourd'hui, l'entité Israël est en train de donner une leçon au monde entier en se disant: ce n'est pas les États-Unis qui est le maître du monde, c'est moi qui suis le maître du monde. Je fais ce que je veux. En plus, ça, à un jour anniversaire. Moi, mon anniversaire, je fais du mal à personne. Moi, mon anniversaire, c'est un jour joyeux. J'essaie de partager ma joie, mais je ne commets pas un massacre. Mais malheureusement, actuellement, c'est un anniversaire dans un bain de sang. Et
qu'on peut souligner aussi, c'est surtout l'omerta par rapport aux actions menées par l'État sioniste, l'omerta qui règne donc sur ces actions, aussi bien de la part des politiques que des différents acteurs sociaux par rapport à cette situation-là, donc qui est très gravissime. J'aimerais avancer sur d'autres sujets, donc nous sommes toujours très vigilants, nous gardons, comment dire, nos veilles sur la situation au Proche-Orient, mais l'actualité en France est aussi brûlante, avec notamment l'attentat de Paris, encore un nouvel attentat. Cette fois-ci, la personne incriminée, le terroriste incriminé est un franco-tchétchène. Est-ce que nous voulons pointer une nouvelle communauté dans ces attaques? Déjà, il faut condamner de manière ferme les attentats. On ne peut pas aujourd'hui se dire que le fait qu'il y ait un trouble international, mondial et autres légitime quelconque acte qui puisse nuire à l'intégrité de la personne. L'attentat qu'il y a eu sur Paris, c'est un attentat qui est condamné et qu'on condamne fermement sans réserve. Après, c'est vrai que ce que je déplore également, il peut être d'origine tchétchène ou autre, mais c'est un Français, il a la nationalité française. Aujourd'hui, il faut voir qu'est-ce qui a poussé ce jeune homme à passer à l'acte. Ce jeune homme qui est né en 97, qui a 21 ans, qui a grandi principalement sur Strasbourg, à savoir notre ville, et qui vient de déménager récemment sur Paris, et ils habitaient dans un hôtel. Donc, ils faisaient des études. Lorsque j'ai vu de manière rapide... qui était fiché aussi. Qui était fiché, mais c'est pas lui qui était fiché, c'est parce qu'il y avait des amis à lui qui étaient fichés S et qui les côtoyaient. Il a été fiché indirectement sans qu'il soit véritablement qualifié de personnes dangereuses pour l'intérêt général. Lorsqu'ils ont interrogé du moins la gérante de l'hôtel, cette dernière, pour elle, c'était un jeune homme qui étudiait, qui était très sympathique et qui n'était pas si discret que ça. Donc c'était une personne qui avait une certaine joie de vivre. Qu'est-ce qui l'a poussé à l'acte? Encore une fois, ce qu'on disait avant pour ce qui se passe en Palestine, c'est à nouveau des civils qui en payent le prix. Aujourd'hui, il y a un civil qui est mort, plus le terroriste, 5 blessés. C'est grave. On ne peut pas aujourd'hui, à chaque fois, pour diaboliser, que ce soit une communauté, une religion, dire que oui, il y a un certain terrorisme islamiste et autres, mais on oublie toutes les vies. Ces personnes qui ont demandé. Bien sûr. Cette personne qui se promène tranquillement sur Paris a reçu un coup de poignard. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est si mal? Pourquoi c'est depuis une dizaine d'années qu'on a ces actes qui sont perpétrés sur notre territoire? Qu'est-ce que nos gouvernements font pour que ces jeunes, à 21 ans, passent à l'acte? Moi, à 21 ans, j'avais d'autres préoccupations. Donc aujourd'hui, c'est vrai que l'heure est grave, qu'il est temps que nos gouvernements prennent des responsabilités, puissent réellement travailler sur le sujet. Et je pense qu'aujourd'hui, si le président avait le courage de prendre la parole et de condamner ce qui se passe en Palestine, serait bien pour apaiser les différentes communautés sur notre territoire. Merci pour ces condamnations par rapport à cet attentat que nous condamnons bien sûr de la façon la plus ferme possible, aussi bien... Et encore une petite parenthèse, ne mélangeons pas les gens. C'est vrai que on a beaucoup entendu parler tchétchène. Bon, il faut arrêter. À un moment donné, on avait les Maghrébins, comme vous l'avez si bien dit. Est-ce que maintenant on essaie de pointer une autre communauté? Je trouve que c'est pas bon. Il faut arrêter. Il vaut mieux essayer de travailler en profondeur sur le sujet pour résoudre les problèmes qu'il y a de manière efficace. Merci. J'aimerais juste faire une petite parenthèse par rapport au manifeste sur le nouvel antisémitisme là, qui secoue aussi l'actualité depuis quelques semaines déjà. Les 300 signataires du manifeste du nouvel antisémitisme qui, comment dire, qui a fait couler pas mal d'encre, aussi bien en France qu'à l'étranger. J'aimerais avoir votre avis à ce sujet-là. Ben nous, en tant que parti Égalité et Justice, nous sommes les premiers ou l'un des premiers à avoir condamné ce manifeste. Parce que pour moi, c'est pas en créant d'autres problématiques qu'on va réussir à résoudre les problèmes de la société. Pour moi, il n'y a pas lieu aujourd'hui de travailler sur un manifeste
qu'on nomme nouvel antisémitisme. Ça ne veut rien dire pour moi, nouvel antisémitisme. Dans ce cas, on fait ça manifeste sur les nouvelles actes anti-musulmans, anti-chrétiens. Ça ne veut plus rien dire. On est en train de diviser davantage. Et lorsque je vois les signataires de ce manifeste, franchement, je me dis à quel point on a besoin de revoir toute la classe politique. Lorsque je vois un ancien président qui est sous le coup de la justice, lorsque je vois d'autres personnalités qui ont pas mal de choses à se reprocher, qui signent un manifeste pour davantage diviser la société, créer des crispations, c'est pas bon pour la France. Notre pays, la France a toujours su concilier la diversité, il a toujours su créer une certaine énergie à travers cette diversité pour grandir et voir sa splendeur sur le plan international. Aujourd'hui, c'est pas à travers ce genre de manifeste qu'on va réussir à résoudre les problèmes. Au contraire, ça sert les intérêts de certaines personnes au détriment d'autres personnes et on crée des fossés et après ça crée malheureusement des révoltes et ces révoltes peuvent malheureusement être très graves. J'aimerais laisser la parole ici à Kadir Guzlé par rapport à ce manifeste. Kadir, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a une certaine stigmatisation par rapport à ce manifeste sur le nouvel antisémitisme, la stigmatisation d'une certaine population, d'une certaine religion? Écoute, aujourd'hui, il faut bien analyser la situation politique en France. Il y a quelques mois, la classe politique en France, en général, sans faire de distinction de parti gauche, de droite ou de centre, ont été conviés, et en premier le président de la République française, au dîner du CRIF. Et donc pendant ce dîner du CRIF, le message était clair et net. Donc le CRIF a demandé que l'antisémitisme nouveau soit revu et a demandé à tous les acteurs politiques de se pencher là-dessus. Aujourd'hui, c'est juste le retour de l'investissement qui a été fait et le fait juste qu'il y ait 300 personnalités qui ont signé un manifeste en disant que les musulmans seraient plus antisémites que les chrétiens et que les protestants et que les bouddhistes, c'est juste pour faire un clin d'œil à l'électorat très très communautaire juif de France, c'est de soulager le CRIF en disant voilà, on a tenu parole, on a signé un manifeste, vous voyez qu'on est des amis, qu'on est proche de vous. C'est juste ça aujourd'hui, c'est de quelque part de diviser en France et de mettre les communautés des uns envers les autres. Aujourd'hui, vous avez une communauté juive qui est l'enfant gâté de la France. Et par contre, de l'autre côté, vous avez les musulmans de France qui, eux, sont suspectés d'être terroristes. C'est des gens qui sont là pour créer des problèmes. C'est des gens qui sont antisémites. C'est des gens qui sont comme ça, etc. Et donc, vous créez dans la sphère de racisme qui devient légal, qui devient banal aujourd'hui envers les musulmans généralement. Et sur 10 citoyens français lambda, 8, 9 pensent que les musulmans de France sont racistes, sont antisémites, etc. Et tout ça à cause de la presse, des médias français qui en rajoutent. Et alors qu'il n'y a pas de problème majeur parmi les citoyens, parmi les communautés en France généralement, on essaie de créer un clivage de plus. Parce que semer la peur, c'est de rendre service aux terroristes, justement, pour en parler. On sème la terreur, on divise, et après on s'étonne qu'il y a des actes terroristes qui se passent en France. Quand il s'agit d'être pro-israélien, on dit qu'il ne faut pas ramener le conflit israélo-palestinien en France, mais de l'autre côté, quand il s'agit de soutenir des députés comme Amit BR, etc., peuvent légitimement prendre la parole et défendre l'État d'Israël sans problème. Par contre, quand il s'agit de défendre les Palestiniens, il n'y a personne. Donc, ce constat pour moi, c'est que dans 2 mois, dans 3 mois, on n'en parlera plus de ce manifeste, qui n'a aucune valeur, à mes yeux, qui n'aura aucune... pour les musulmans, il est hors de question qu'on puisse modifier le Saint-Coran, ça c'est une chose qui
Justement, Kadir Guzleh, je vais juste lire un commentaire d'un internaute qui dit: le Coran est là depuis 1400 ans, il est soudain devenu antisémite car des juifs qui ont la possibilité de déménager quittent certains quartiers. Voilà, c'est juste, moi je dis, voilà, et comme l'a dit le président du parti Égalité et Justice, c'est des hommes politiques, des écrivains, des journalistes qui essayent d'exister, de faire un clin d'œil à leurs amis de confession juive en disant voilà, vous voyez, on vous soutient, on vous aime bien, et quand il s'agit de prendre position, on prend position en votre faveur. Voilà, remarquez-le, constatez-le, et c'est tout. Il ne faut pas aller plus loin que ça, à mon avis. Si je peux rebondir ce que oui, Shakir, monsieur Guzleh a dit, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est très très fort dans ce manifeste. On parle de réviser un livre saint, ce qui n'est pas du tout sain, parce qu'aujourd'hui... Je vous coupe la parole en lisant ce commentaire. Aïssel Bektash qui dit qu'ils commencent à changer leur Talmud. Faut-il changer justement les... Non, moi je trouve que tout ce qui est saint, on ne touche pas. La sphère privée, c'est la confession qui touche l'intime. Lorsqu'on touche l'intime, c'est pas à nous, simple humain, de vouloir venir réformer. D'ailleurs, on ne peut pas réformer ce qui est saint. Ce qui est saint, c'est la parole bénigne, c'est la parole divine. Donc la parole divine, c'est pas à moi, à toi, à une personne lambda de se porter au-dessus de la parole divine et de venir aujourd'hui de faire la morale en disant qu'il faut changer certains versets du Coran. Ça, c'est inadmissible. Et d'ailleurs, j'appelle tous les responsables, que ce soit le CFCM et d'autres entités, d'autres associations, à condamner fermement et à prendre position et qu'on puisse endiguer ce manifeste. Moi, je ne suis pas du tout de l'avis de M. Guzleh parce que je trouve que à chaque fois, c'est ce qui s'est passé. En 2003, lorsqu'on a voulu faire passer la loi concernant le voile islamique, on a commencé tout doucement avec une petite brèche à lancer des idées. Est-ce que le voile islamique est ostentatoire, etc. Et finalement, on a une loi. Aujourd'hui, ce qui est fait, c'est vraiment quelque chose de grave. C'est qu'aujourd'hui, on essaye tout doucement de faire passer la pilule. C'est pas un clin d'œil. Donc vous pensez quelque chose qui est en train de se préparer? Il est en train de se préparer. On essaie de faire passer la pilule aujourd'hui. On a tâté le terrain. On a vu que sur le terrain, finalement, la communauté musulmane n'est pas aussi bien organisée que ça pour pouvoir contre-manifester, ou bien pour faire une contre-proposition, ou bien pour essayer de rencontrer les responsables et que ce soit vraiment qu'on puisse crever le poussin dans l'œuf. Au contraire, aujourd'hui, ce que je vois, c'est qu'on a lancé une idée. Ça a été plus ou moins condamné, mais pas par les représentants de la communauté musulmane. Et je suis persuadé qu'à la rentrée en septembre, on va revenir avec le manifeste, on va faire des propositions, on va essayer de mettre en place des lois, certes, réformer le Coran, ça c'est, je pense, de l'illusoire, mais c'est quand même des lois qui vont venir entourer un nouvel antisémitisme qui est en train d'être créé, alors que depuis janvier 2018, si on fait attention, il y a eu beaucoup d'actes anti-musulmans et personne n'en parle. Mais nous, on n'est pas là pour essayer de diviser la communauté. On n'est pas là pour essayer de diviser la société. Nous, en tant qu'hommes politiques, nous sommes là pour essayer, au sein de la République, de concilier toutes les croyances, toutes les minorités, toute la diversité pour essayer de bien vivre ensemble. C'est pas à chaque fois de faire croire que le vivre ensemble va nous permettre d'aller mieux, que nous allons aller mieux. Il faut bien vivre ensemble pour que nous puissions tous comprendre l'autre. Aujourd'hui, on essaye, c'est mon avis, de nous faire passer une chose qui risque dans les mois à venir à nouveau créer une certaine crispation, et j'ai peur qu'il y ait des jeunes comme le jeune qui a commis l'acte ce week-end à Paris, qui a des jeunes qui, parce qu'ils n'arrivent pas à se faire entendre. Aujourd'hui, c'est ça, c'est le problème. On parle de la liberté d'expression, on parle de la possibilité d'être entendu, qu'on puisse partager, qu'on puisse être écouté, mais à aucun moment, on a, même lorsqu'on a préparé ce manifeste, entendu l'avis des musulmans. Essayez de voir ce qui ne va pas aujourd'hui. Je pense qu'il est important aujourd'hui, la France compte le plus de musulmans en Europe. Il est quand même temps qu'aujourd'hui, nous puissions avoir l'avis des personnes qui représentent cette communauté, des personnes qui sont entendues, des personnes qui arrivent à réunir, et qu'on puisse travailler tous ensemble. On donne quand même la parole à Charles Goubi, non? Oui, on donne la parole à Charles Goubi. C'est vrai que c'est une référence. C'est une référence pour créer des tensions et de la division. C'est une personne, pour moi, c'est une marionnette. C'est plus une jouette, c'est une marionnette qui est prête, pour ses intérêts personnels, à davantage la crispation. C'est vrai que c'est ironique, la question que vous posez, mais pour moi, c'est grave. Parce que des personnes comme cela, se disant représentants d'une communauté, d'une religion,
sont en train de créer justement ce fossé. Alors que je sais que très bien, lorsqu'on se rencontre avec d'autres confessions, on s'entend très bien, on avance ensemble. C'est pas en voulant à chaque fois créer de la division, de la crispation qu'on va réussir aujourd'hui à faire en sorte que la France aille beaucoup mieux. Parce que la France, c'est comme un pays, et ça doit rester un pays des droits de l'homme. La République, c'est quelque chose d'important. Il y en a qui ont perdu la vie pour la République. N'oublions pas également que ce n'est pas eux qui nous faisaient la morale, fut un temps lorsqu'ils étaient politiciens ou bien lorsqu'ils écrivaient dans leurs journaux, lorsqu'ils faisaient leurs livres, qui nous parlent de laïcité. Mais je vais être vulgaire, de quoi vous vous mêlez? La religion, c'est pas votre sphère. Nous sommes un pays laïque. Pourquoi aujourd'hui on veut toucher un livre saint? Quel est votre intérêt? Donc il faut dire stop à tout cela, et j'appelle justement les représentants du culte musulman à réagir une fois pour toutes fermement, et s'ils n'arrivent pas, qu'ils laissent la parole ou bien qu'ils laissent le fauteuil à des gens qui soient responsables, et qu'on arrête de toujours créer cette tension dans notre société. Merci Shakir. J'aimerais revenir vers Kadir Güzle concernant un programme donc, qui a eu lieu aujourd'hui sur le vivre ensemble, justement, donc en ce jour symbolique, en ce jour très important. Kadir Güzle qui a assisté au sein de l'UNESCO à un programme organisé par la COGEP internationale. Donc j'aimerais qu'on puisse embrayer avec ce sujet qui nous tenait aussi à cœur, donc en ce jour très symbolique. Oui, effectivement, nous étions à Paris aujourd'hui pour un colloque à l'UNESCO sur le vivre ensemble et les enjeux qu'il génère. Et j'invite tous nos spectateurs, s'ils veulent revoir donc, ce panel, ils peuvent le voir donc, sur la page Facebook de France Média en totalité, qui a été enregistrée et même diffusée directement, mais ceux qui veulent voir, ils peuvent le revoir. En fait, pour résumer un peu le concept et comment s'est déroulée la journée, ce colloque en fait avait pour but de dire un peu qu'est-ce qui se passe en France et pourquoi on est en train de massacrer le vivre ensemble, qui était une des valeurs de notre République, alors que dans les années 80-90 la France ouvrait ses bras en fait à toute l'immigration, à toute la misère du monde, et que la France était vraiment un terre d'accueil pour ces gens-là qui quittaient toute la misère en fait économique, de guerre, etc., étaient accueillis en France donc avec une politique humaniste qui était mise en place. Aujourd'hui, malheureusement, en 2018, on constate que voilà, on est en train de perdre ce vivre ensemble. Et c'est chacun et à chacune d'entre nous de trouver des solutions pour l'instaurer à nouveau. Et c'est pour cela que nous avons invité différentes personnalités, des académiciens, des professeurs, des représentants d'ONG à prendre parole et à trouver des solutions pour de nouveau parler de vivre ensemble en France. Et il y avait des intervenants qui avaient leur façon de penser, ils ont exprimé dans un cadre très très amical. Et ce que je peux constater aujourd'hui, c'est qu'effectivement on entend beaucoup de la société civile pour réinstaurer ce vivre ensemble, mais aujourd'hui par contre le gouvernement, les États, les autres infrastructures de notre État ne font aucun effort pour le vivre ensemble. Le vivre ensemble commence par déjà reconnaître et accepter qu'il peut y avoir en France des gens qui ont une culture différente, des gens qui ont des religions différentes, et d'abord accepter ceci. Et malheureusement aujourd'hui, quand on parle de vivre ensemble en général, on ne veut pas par exemple que les musulmans soient visibles. On ne veut pas que leur culture soit visible. On veut plus qu'ils s'intègrent, qu'ils s'assimilent à la culture dominante qui est en France. Et c'est ça que j'ai parlé pendant le colloque. Aujourd'hui, quand on veut parler de jumelage entre deux communes, on va plutôt aller chercher des jumelages dans des pays de l'Europe, pour chaque commune.
alors qu'on n'ira pas de l'autre côté de la Méditerranée. On n'ira pas, par exemple, en Turquie, etc. Parce que voilà, c'est... Alors que il y a des populations qui sont de ces pays-là et qui le fait qu'il y a un image, ça peut les intéresser. On donne, ce que j'ai dit aussi, on donne plus d'intérêt culturel toujours dans la sphère politique, dans la sphère européenne. Par exemple, le cinéma italien, le cinéma espagnol, le cinéma allemand est promu, et subventionné et aidé. Par contre, un cinéma turc ou un cinéma marocain, un cinéma algérien, non, on l'aide pas. Et donc, quand on fait une différence entre les différentes couches de la population, on ne peut pas dire que l'État, aujourd'hui, met en place une politique de vivre ensemble. Et c'est là qu'il peut le dénoncer au niveau de l'UNESCO. C'est ce qu'on a fait. Et j'espère que voilà, c'est peut-être aujourd'hui une démarche qui est faite avec notre ONG et que d'autres ONG participeront et qu'enfin l'État et les gouvernements prendront les mesures nécessaires pour dire effectivement nous sommes aussi responsables. Si on veut qu'il y ait un vrai vivre ensemble en France, il faut qu'on mette des lois en place, il faut qu'on mette des subventions, des aides et tout ça pour accompagner tous ces ONG qui travaillent sur le terrain afin de leur faciliter un peu la tâche, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Merci beaucoup, Kadir. Si je peux rebondir par rapport à ce qui a été fait également à Paris aujourd'hui. J'ai également été à Paris, mais moi c'était plutôt pour des rencontres politiques parce qu'on prépare 2019 pour les européennes et également 2020 pour les municipales. Et j'ai eu la chance d'assister à la fin de ce colloque. Et je félicite l'ONG COGEP International qui fait un travail remarquable. Là, on parlait avant du manifeste nouvel manifeste anti-sémite qui a été fait à charge. Alors que lorsqu'on regarde les programmes de l'ONG COGEP International, on avait cette diversité. On avait des personnes de confession musulmane, chrétienne, juive et autres, des personnes qui étaient pour ou contre le vivre ensemble, et c'est vraiment un débat enrichissant. C'est pour ça que j'appelle toute personne qui a la volonté et surtout l'envie de regarder l'émission. Je ne l'ai pas encore regardée, je vais également la regarder de manière différée sur Média France TV. Je pense que c'est ça qui va permettre aujourd'hui d'avancer. C'est pas à charge qu'on va réussir à résoudre les problèmes. Il faut qu'on puisse entendre tout le monde, même si ça ne nous convient pas. C'est pas parce qu'on a la même parole, du moins on prône la même chose, qu'on peut avancer sur des sujets. Au contraire, c'est lorsqu'il y a une certaine divergence et qu'on va trouver une solution commune que nous allons pouvoir aujourd'hui vivre bien en France. Je vais juste lire les commentaires. Daria Sager qui dit recueillir l'avis des musulmans est en ce moment en train de se mettre en place. Fatih Tufekci qui dit c'est un esprit colonialiste sur une pensée, une idée, une religion. Yalchina Ivalu qui dit bravo à vos interventions, bonne continuation. Fatih Tufekci, Shakir Tchoulak, pensez-vous que la loi en préparation soit une loi sur les musulmans ou une loi sur les libertés individuelles? Ben moi je pense qu'aujourd'hui, je vais rebondir, plutôt répondre à la question de Fatih Tufekci. C'est une question qui est très pertinente. C'est vrai que est-ce que ça va être plutôt une loi pour essayer, comme on a voulu fut un temps, convaincre la société française qui a eu un génocide arménien et on a voulu légaliser cela pour essayer de pénaliser les personnes qui auraient dit que ce génocide n'a pas existé? Est-ce qu'on va aller vers une loi vis-à-vis des musulmans ou plutôt à une certaine limitation de la liberté d'expression? Moi je pense que ça sera plutôt on va plutôt légiférer pour limiter la liberté d'expression, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui non plus se mettre à dos une communauté qui représente plus de 5 millions en France. On ne peut pas aujourd'hui se dire que ignorer cette communauté et faire une loi contre elle, parce que ça risque de créer des troubles qui seraient incontrôlables. Malheureusement, oui, encore une fois, on risque d'avoir une certaine confiscation de la liberté au détriment de certains pour l'intérêt d'autres. Et c'est ça qui est tout contraire de la République. La République n'a pas été construite comme ça. Aujourd'hui, on vit dans une démocratie, c'est une République, et il est temps de revenir à nos valeurs. Parce que les personnes qui ont combattu pour que la République s'instaure dans notre pays n'ont jamais souhaité le dégât qui est en train d'être fait aujourd'hui. Merci beaucoup, Shakir Tchoulak, pour vos analyses, votre point de vue très pertinente sur la situation très gravissime qui est en train de se passer, aussi bien en France que sur le Proche-Orient. Je remercie également Kadir Güzleb pour son intervention à distance, donc par téléphone, qui nous a donné non seulement son point de vue aussi, mais les orientations que nous pouvons
avoir en tant qu'organisation, en tant que citoyen, et son point de vue sur la situation. Quant à moi, j'aimerais en profiter de l'antenne pour souhaiter un très bon début de mois de Ramadan à l'ensemble de nos amis, de nos frères et sœurs qui vont essayer quand même de fêter, de vivre ce mois béni, ce mois sacré du mois du Ramadan, même si elle débute dans de telles conditions. Et Zekaria nous l'a souligné par le biais d'un des commentaires. Effectivement, depuis quelques années, nous débutons ce mois de Ramadan toujours avec, comment dire, des atrocités de par le monde, mais plus particulièrement sur le monde musulman. Donc j'espère que ce mois béni nous apportera plus de paix, de fraternité, d'humanité entre les peuples, entre les croyances, entre les citoyens, et que nous puissions, comment dire, prendre conscience du bienfait du bon vivre ensemble, du bien vivre ensemble. C'est sur ces belles paroles que j'aimerais terminer. Zekaria, si tu voulais rajouter quelque chose. Je voudrais également remercier nos internautes qui ont participé à notre vidéo. Vous avez mis, il y a eu pas mal de commentaires, donc j'ai essayé de tous les lire, mais bon, malheureusement, je crois que j'en ai raté quelques-uns. En tout cas, merci à vous. Continuez à nous suivre, partagez nos vidéos également et conseillez-les à votre entourage. Donc on se donne rendez-vous une prochaine fois. En tout cas, pour moi, ce fut un plaisir. Merci Zekaria. J'aimerais également profiter de la tribune pour souhaiter un bon Ramadan à nos amis musulmans. Je trouve que ce mois est très important, que ce soit concernant un enrichissement personnel et surtout montrer qu'il y a encore une certaine volonté de vouloir créer cet apaisement des conflits qui se créent dans le monde entier. Et d'autre part, encore une fois, je voudrais le dire de manière vraiment fort que oui, liberté Palestine, et il faut qu'aujourd'hui on réagisse de manière très forte et on doit profiter du mois de Ramadan pour essayer une fois pour toutes de terminer ce conflit. Merci beaucoup, très bonne soirée et à très bientôt sur l'antenne de France TV, Média France TV. Bon Ramadan. Bon Ramadan.